On joue gros avec ses rêves d'enfant, car si ça ne marche pas, ça fait très mal. Et puis, il y a les rêves des autres, de milliers d'autres, qui ne partent pas, mais vous font confiance et vous savent gré d'incarner le rêve d'aventure et de nature, qui vous disent merci, merci, vous êtes formidable. Notre invitée est aujourd'hui navigatrice, première femme à avoir accompli un tour du monde à la voile en solitaire. J'ai nommé bien sûr Isabelle Autissier, qui est aussi écrivain et présidente de WWF France. Bonjour Isabelle Autissier, ravie. Bonjour. Alors Isabelle Autissier, pour rester dans l'enfance qu'on a évoquée dans l'exergue, qui est une citation de vous, parlez-nous de cette enfance dans, dans cette sorte de matriarcat de 10 femmes pour 2 hommes. Et oui, parce que bizarrement, quand j'étais petite fille dans les années 60, on vivait encore en tribu familiale, ce qui devenait très rare en France. Donc, moi, je vivais avec mes 4 sœurs, mes parents, ma grand-mère maternelle, mon grand-père et ma grand-mère paternelle, ma grand-tante et sa fille. Donc, effectivement, ça faisait 10 femmes et 2 hommes, 3 générations, sans compter les chiens, les chats et les poissons rouges. Et voilà, dans cette grande maison de la banlieue parisienne, où c'est vrai que j'ai eu cette chance d'avoir une enfance extrêmement heureuse et avec toujours des gens de quelques générations que ce soit pour s'occuper de moi et pour me montrer des choses et pour m'ouvrir à beaucoup de choses de la vie. Et puis des femmes très autonomes. C'est ce qui vous a aidé plus tard à dépasser les notions de genre, à ne pas vous arrêter à ces notions-là. Ben, je pense que la notion de genre, d'abord, elle est très, très, très liée à l'éducation. Et moi, dans mon éducation, on m'a jamais dit qu'il y avait des choses pour les filles et des choses pour les garçons. On a toujours considéré qu'on avait, il se trouve que j'ai une famille de filles, mais qu'on avait toutes des tempéraments et que il s'agissait de nous aider à trouver notre chemin dans la vie en fonction de ce qu'on était. Donc, c'est vrai que moi, j'étais peut-être un peu plus casse-cou, un peu plus bricoleuse. Voilà, j'aimais mieux les boîtes à outils que les poupées. Et donc voilà, mais on m'a jamais dit que j'étais un garçon manqué, on m'a jamais dit qu'il vaudrait mieux que je m'occupe de trucs de filles, ou voilà, on a considéré que, bah, ce que je portais en moi, ce que j'avais envie de faire, bah, c'était bien pour moi. Et pour rester encore dans cette enfance, comment cela s'est-il fait qu'une enfant élevée en banlieue parisienne se convainc dès l'âge de 6 ans qu'elle a une passion pour la mer et que la mer sera sa vie? Bah, c'est assez difficile à dire, évidemment. Bon, moi, j'avais aussi la chance d'aller en vacances. On allait en vacances en Bretagne et on avait un tout petit bateau, un petit dériveur, voilà, que mes parents avaient acheté et on se baladait. Enfin, on se baladait. Des petits tours dans l'eau, des petits ronds dans l'eau. Et donc moi, j'ai été comme tout le monde. On m'a mis sur le bateau quand j'avais 6 7 ans, quoi, pour aller avec la famille. Et je sais pas pourquoi, la mer, le bateau, ça me parlait. C'est très vite devenu mon univers. J'aimais bien tout en fait. J'aimais bien quand ça penche, ça me faisait un petit peu peur quand j'étais petite. J'aimais bien le bruit, j'aimais bien l'odeur, j'aimais bien le mouvement, j'aimais bien aller dans l'île d'en face. Enfin voilà, c'était tout un univers qui m'a parlé. Donc assez vite, je me suis dit bah, enfin je l'ai pas fait consciemment parce que quand on a cet âge-là, on raisonne pas comme ça, mais je me suis dit voilà, la mer c'est mon truc quoi. J'ai envie d'être au bord de la mer, j'ai envie de naviguer, j'ai envie de faire des choses avec la mer. Pourtant, Isabelle Autissier, vous aviez un mal de mer terrible. Oui, mais bon, bah après, faut savoir ce qu'on veut dans la vie, hein. Moi, je voulais naviguer. Bon, c'est vrai que j'étais malade quand j'étais gamine. Après, ça m'a passé à force de naviguer. Mais justement, je me disais, bon, bah voilà, ça, c'est un truc qui va pas, c'est un obstacle à surmonter, mais ça n'entamait absolument pas mon plaisir de naviguer. Enfin, si, temporairement quand j'étais malade, mais globalement, voilà, je me disais, bon, bah ça, faut résoudre ce problème-là, mais je vais pas m'arrêter à ça, quoi. Est-ce pour cela que vous taisiez votre passion pour la mer, enfant? Vous dites ceci, que je trouve d'ailleurs très beau. J'ai eu la certitude que ma vie tournerait autour de la mer. Devenir Tabarly, passer le Cap Horn, vivre sur une île, je ne savais pas précisément. Surtout, je n'en parlais jamais. Il faut se méfier de ce que taisent les enfants, pas de ce qu'ils disent. Moi, je ne proclamais pas que je serais pompier ou infirmière. Je n'avouais rien de mes rêves. J'avais peur des moqueries. Mais moins j'en parlais, plus j'étais sûre que ce serait cela, ma vie. Oui, je crois que c'est. Alors, c'est sans doute parce que j'étais une petite fille très orgueilleuse.
et que je voulais pas qu'on se moque de moi. Et puis, vous savez ce qu'on dit aux enfants? Souvent, on se moque d'eux quand ils disent plus tard. D'ailleurs, on leur demande souvent un petit peu en ricanant, c'est pas gentil. On dit alors, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Gna, gna, gna. Alors évidemment, les gamins, ils disent des choses extraordinaires. Et puis on leur dit oh là là, mais tu sais, mais c'est pas possible. Et puis je sais pas quoi. Donc moi, je voyais ça autour de moi, hein, et je voulais surtout pas ça parce que j'aurais eu l'impression que ça aurait un peu sali mon rêve, quoi. Je voulais pas qu'on se moque de mon rêve. Je savais pas si je le ferais. Enfin, j'avais bien l'intention de le faire, mais voilà. Puis vous savez, dans la vie, il vaut mieux faire que parler, hein. Une fois qu'on a fait, on peut parler de ce qu'on a fait, mais avant, bon voilà, il faut se concentrer sur les choses, il faut les faire et ça sert à rien de blablater avant et de dire je vais faire ci, je vais faire ça, quoi. Et dans le cadre de votre passion, vous avez lu tous les récits d'Alexandra David-Néel. Le fait que tous les héros soient des hommes, ne vous a pas refroidi? Bah, pas du tout, parce que ça me faisait, alors vous parlez de refroidir, ça me faisait ni chaud ni froid. Puisque moi, on m'avait jamais dit qu'il y avait un destin pour les filles et un destin pour les garçons. Il y avait le destin qu'on était capable de se choisir pour lequel on pouvait travailler et sur lequel on pouvait espérer réussir. Mais après, oui, bah, bien sûr, je voyais bien qu'autour de moi, il y avait pas mal de garçons, mais quand mon père nous emmenait en bateau, il ne disait pas qu'il nous faisait une faveur parce qu'on était une fille. On voulait naviguer, bah, ok. Donc en fait, ça me, non, ça m'a pas effleuré. C'était pas un problème, quoi. Bon, oui, c'était des garçons parce que je savais intellectuellement que c'était plutôt des hommes qui allaient en mer. Je voyais bien les récits, les pirates, les corsaires, les aventuriers, tout ça, c'était plutôt des hommes. Il y a eu quelques femmes, mais pas beaucoup. Mais bon, voilà, quoi. C'était pas un problème. Cependant, Isabelle Autissier, dans un premier temps, vous ne rentrez pas dans les océans par la voie de l'aventure. Vous y rentrez par la voie scientifique. Vous devenez ingénieur en halieutique, une sorte d'agronome de la mer. Oui, alors ça, c'est peut-être parce que je suis quelqu'un de très prudent. Et que en tout cas, je considérais que sur un point, mes parents avaient parfaitement raison, c'était la question de t'auras un bon métier et ce qui est important, c'est que tu puisses être indépendante dans la vie. Et ça, je trouvais que ça, c'était plutôt assez malin. Et donc, il fallait que j'ai un métier. Et puis, ça m'intéressait. J'avais envie de faire des études supérieures. J'avais cette chance. J'avais envie de comprendre la nature. J'avais envie de comprendre la mer, mais même pas que la mer d'ailleurs. Donc voilà. Donc, je me suis dit, ben, je vais, euh, je vais faire les études qu'il faut pour, voilà. Une fois que j'aurai mon diplôme d'ingénieur, après, on verra. Mais au moins, ça, ce sera une porte d'entrée qui me restera toujours et qui me permettra d'avoir mon autonomie. Et justement, parallèlement à l'enseignement, à la recherche, à la sortie de l'école, vous construisez votre premier bateau. Bah oui, parce que j'ai pas beaucoup de sous. Mon premier job d'alieute, je travaille pour la recherche en France. Bah, je suis une jeune chercheuse, donc forcément pas très payée. Et puis je suis un peu impatiente d'avoir un bateau. Puis les bateaux à l'époque ça coûte cher. Et donc j'ai pas de sous pour m'en acheter un. Par contre, acheter un tas de tôle et un plan, ça c'est possible. Ça c'est moins cher. Et puis, je vous l'ai dit, depuis que je suis petite, j'ai toujours adoré bricoler, faire de mes mains, inventer. Donc, bah là, voilà, c'était aussi une occasion. C'était cette idée d'avoir un bateau à pas trop cher et de pouvoir l'avoir assez vite, de pas attendre d'avoir 45 ans pour le payer. Mais c'était aussi l'idée de construire ce bateau parce que c'est une aventure formidable. Voilà, de souder, de faire tout ce qu'il faut et à la Vous fin, l'avez construit toute seule? alors, j'étais avec mon petit copain de l'époque, mon compagnon de l'époque, on était tous les deux. Alors, bon, c'était en plus du boulot, donc ça a pris quand même 3 ans parce que c'était le soir quand je sortais du boulot et puis le week-end, les vacances, voilà, on y passait un peu tout notre temps. Donc ça a pris un petit peu de temps, mais c'était génial, quoi. Je me suis vraiment bien amusée à construire ce bateau, Et vous avez navigué avec ce bateau? bien sûr. Ah bah oui, quand même. Et la plus grande navigation que j'ai faite, je suis partie un an en fait. J'ai pris ce pourrait appeler une année sabbatique. Enfin, j'ai démissionné de mon boulot et je suis partie un an pour une sorte de tour de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire en passant par donc évidemment le Portugal. Ensuite, on est descendu
au Sénégal, et puis on a traversé pour aller au Brésil, et ensuite remonté par les Açores, et voilà. Mais tout ça en une année de balade, hein. C'était vraiment de la balade. Mais voilà, pour moi, c'était quand même la première traversée de l'Atlantique, et le retour en solitaire, c'était ma première traversée en solitaire. Donc c'était des beaux marqueurs. Ouais. Et à 34 ans, Isabelle Autissier, vous êtes la première femme à entreprendre cette course autour du monde en solitaire. Comment cette idée a-t-elle germé en vous? Était-ce une longue réflexion ou alors une impulsion? Vous êtes dit, voilà, il faut que je parte. Alors, c'est pas le truc qu'on fait sur les coups de tête, hein. Je peux vous dire que c'est sacrément réfléchi, puis que c'est des années de travail, donc c'est pas un coup de tête. Non, moi depuis longtemps, donc je me disais, j'irai loin sur les mers. Vous avez évoqué les rêves de Cap Horn ou des choses comme ça, mais en tout cas l'idée de naviguer longtemps. La course c'est venu plus tard. Après ce premier tour du monde, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la course. Et puis il y avait cette compétition qui existait. J'ai commencé à regarder un peu comment ça se passait, les éditions d'avant. Je me suis dit, bon, alors, moi, je sais naviguer toute seule. Bon, la course, j'ai pas encore beaucoup fait, mais voilà. Enfin bon, il y a eu toute une réflexion, et en fond, quand même, ce qui emporte le morceau, c'est qu'à la fin des fins, à force de se dire, j'y vais pas, j'y vais pas, je me dis, mais c'est complètement idiot de se poser la question comme ça. Faut essayer. Si j'essaye pas, je m'en voudrais toujours de ne pas avoir essayé. Donc, faut essayer à fond. Faut mettre toutes les chances de son côté. Faut vraiment foncer, travailler, se décarcasser, et puis on verra bien. Si ça marche pas, je le ferai pas. Mais si j'essaye pas, je suis sûre de pas y arriver. Donc voilà, j'ai essayé, puis ça a marché. Mais vous avez aussi décidé de naviguer pour fuir l'ennui terrestre. Je vous cite, Oui, revenu en France, après un an d'absence, j'ai constaté que rien n'avait changé. Les mêmes gens disaient toujours les mêmes choses aux mêmes endroits, et cela me hérissait. Pas question de vivre ainsi jusqu'à la retraite. C'est à ce moment-là qu'a surgi l'idée de la course au large, alors même que je n'ai jamais eu le goût de la compétition, tout au plus celui de me dépasser moi-même. C'est oui, cruel quand même pour ceux qui restent, pour ceux qui ne perdent pas. c'est vrai que, mais ça, c'est très personnel, hein. Vous savez, on a tous une limite, un curseur qu'on met entre sécurité et liberté, hein. Si on peut pas avoir les deux. Donc, voilà, les uns et les autres, pour des raisons très personnelles, on met le curseur plus vers la sécurité, on a moins de liberté, ou le contraire. Et moi, dans ma vie, ça a toujours été à fond du côté de la liberté et très peu du côté de la sécurité. Donc, c'est vrai que même si j'aimais bien ce que je faisais à terre, la perspective voilà, d'avoir comme une espèce de carrière où je me dirais, dans 10 ans, je serai là, dans 20 ans, je serai là, ça me plaisait pas trop, quoi. J'aimais plus cette espèce d'incertitude, de découverte, d'aller vers des choses que je savais pas forcément encore bien faire, mais qui, justement, m'obligeraient à apprendre. Et ça, c'est quand même un vrai plaisir. Et donc, voilà. Donc, ouais, c'était vraiment pour le plus et pas pour le moins, quoi. Mhm. Mais le choix de la course en solitaire, Isabelle Autissier, le choix peut interpeller, surtout que vous l'avez justifié de cette manière-là. Vous avez dit c'est plus simple pour une femme, plus accessible. Bah oui. L'explication peut paraître paradoxale. Bah oui, mais ça, c'est pas du tout paradoxal. Essayez de vous faire embaucher dans un équipage de course au large quand vous êtes une femme, vous allez voir ce qu'on va vous répondre. On va vous dire que les filles, c'est gnangnan, ça met le bazar dans les équipages, c'est pas assez costaud, c'est pas ceci, c'est pas cela. Donc la solution la plus simple, c'est de partir avec votre bateau, de naviguer, et une fois que vous avez terminé des courses, je dirais, pas toujours en tête, hein, vous gagnez pas toujours, mais en tout cas dans le bon tiers de la course, voilà, vous prouvez que vous savez faire les choses. En fait, c'est toujours la même chose, hein. On demande toujours aux femmes d'en prouver 4 fois plus qu'aux garçons. Mais je pense aussi que en France, les grands modèles de marins, en tout cas dans ma génération, étaient tous des solitaires. C'était Tabarly pour la course, c'était Moitessier pour la croisière, mais cette idée d'être seul sur les mers, c'est une idée finalement. Alors les Anglais sont assez bons là-dessus aussi, mais c'est quand même une idée très française, quoi. On a eu beaucoup de navigateurs solitaires. Donc c'était mes modèles quand j'étais adolescente. Mais est-ce ce machisme ambiant dans le milieu de la navigation qui a fait que vous ne partiez pas avec Kersozon, qui en a quand même exprimé le vœu?
Ouais, Kersozon, c'est un peu particulier. C'est un personnage qui, moi, je trouve il se dessert un peu parce qu'il joue. Je suis pas sûre qu'il soit aussi macho que ça, mais il joue tellement le macho tout le temps et il se donne tellement cette image que voilà, c'est pas forcément très agréable parce que moi, j'ai pas envie de personnage qui soit un peu vrai, quoi. Maintenant, c'est pas pour ça que j'ai pas navigué avec lui, c'est parce que j'avais pas spécialement. D'abord, j'ai fait beaucoup de solitaire et puis quand j'ai fait de l'équipage, j'ai choisi mon équipage et Kersozon faisait pas partie des gens qui me paraissaient importants d'emmener, quoi. Il y avait plus d'autres. Puis on n'est pas de la même génération, il y a des générations d'au-dessus de moi, donc je suis partie plutôt avec des gens de ma génération, de toute façon. Ce qui est remarquable, Isabelle Autissier, ce qui est remarquable pour moi, c'est qu'à travers votre parcours, vous avez démachisé, bon, c'est un néologisme, ça n'existe pas, vous avez démachisé le bateau en donnant à voir que c'est plus cérébral que physique, le bateau finalement. Ah bah c'est sûr. Enfin, en tout cas, plus le bateau est gros, plus c'est cérébral. Quand vous êtes sur un tout petit dériveur, qui est un bateau très léger, bien sûr, simplement le poids compte. Donc là, les garçons sont favorisés naturellement parce qu'ils sont en moyenne plus lourds que les filles. Mais quand il s'agit d'un gros bateau, qu'il s'agit de réfléchir à la construction, à la mise au point, qu'il s'agit de réfléchir à une manœuvre avant de la faire, parce que c'est pas avec ses muscles qu'on la fait, mais avec sa tête, qu'il s'agit de faire de la météo, parce qu'on gagne beaucoup plus les courses à la table à cartes que dans des manœuvres. Donc voilà, tout ça fait que, et puis quand il s'agit de mettre en œuvre un peu de détermination, un peu d'énergie, un peu de, tout ça sont des qualités très très féminines, enfin en tout cas au moins aussi féminines que masculines. Donc c'est vrai que, enfin en tout cas moi ça m'a jamais soucié ou posé problème. Ou, voilà, j'ai fait. Alors après quand j'ai construit des bateaux pour moi, c'est sûr que comme le seul point de différence c'est la force physique éventuellement, bah, j'ai travaillé avec mes architectes, avec les constructeurs pour faire un bateau qui soit adapté à ma force physique à moi et qui justement me permette d'aller aussi vite que les garçons en me fatiguant moins, quoi, en gros. Donc on a travaillé sur la quille pivotante par exemple, des innovations comme ça. Bon voilà, donc j'ai tiré parti de mes forces et de mes faiblesses comme le font tous les compétiteurs. Hein. Oui, et justement, cette quille pivotante, elle me fascine, moi, parce que pour moi, elle représente le pied de nez ultime à ce culte du muscle dans le milieu de la navigation. C'est extraordinaire. Oui, bon, en gros, ça faisait que le bateau pouvait, pour les non-connaisseurs, ça permet de garder un bateau plus léger, en fait. Et donc, un bateau plus léger peut aller aussi vite avec moins de voile. Donc, c'est moins fastidieux, fatigant de manœuvrer parce que, voilà, on a des voiles moins grandes ou alors on va plus vite. Enfin, bref. Donc, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'édition d'après de la course, pratiquement tous les garçons ont adopté la quille pivotante. Parce que à partir du moment où j'avais prouvé que ça marchait et que je me fatiguais moins pour aller aussi vite, bah, ils se sont dit, ils sont pas idiots hein, non plus les garçons, ils se sont dit, bah voilà, nous aussi on pourrait peut-être se fatiguer moins, quoi. Je crois et puis on voit que de toute façon c'est des tendances qui continuent. La recherche va de plus en plus en bateau vers le fait de pouvoir maîtriser de manière simple et facile, pas trop fastidieuse, des très grandes vitesses et des grandes surfaces de toile. Donc voilà, moi j'ai amené ma petite pierre dans dans ce chemin-là. Hmm. Mais vous-même, Isabelle Autissier, vous avez déclaré que vous avez remarqué que vous avez noté une différence dans la manière de naviguer entre hommes et femmes. Il y a une manière féminine de naviguer, une autre masculine. Nature ou culture? Ouais, alors ça, j'en sais rien. Je pense que, à mon avis, c'est 90% culture et 10% nature, si vous me demandez. Hein. Euh, mais c'est vrai que les filles jouent beaucoup plus collectif. Ça, c'est évident. Moi c'est ce que j'ai remarqué hein, sur les bateaux. Et après, les deux équipages, ça peut marcher. Hein. Moi, j'ai navigué très souvent avec des garçons et j'ai aussi navigué dans des équipages féminins. On voit bien que quand il y a une manœuvre à faire qui est difficile, par exemple, les filles vont se concerter rapidement, mais elles vont se concerter en disant ben, moi je fais ci, tu fais ça, et puis regarde ce que fait l'autre, etc. Peut-être parce qu'elles sont un peu moins sûres d'elles, peut-être parce qu'elles ont moins de force, je sais pas. Mais elles jouent beaucoup plus collectif et au final ça fonctionne. Les garçons, ils vont plus peut-être se faire confiance, donc ils vont partir à fond pour faire la manœuvre, et puis soit la faire, soit râler parce que s'ils n'y arrivent pas, il faudrait que les autres aient anticipé. Mais, mais voilà, c'est
Après, les bateaux peuvent aller à la même vitesse, hein, c'est pas une question, mais c'est vrai que globalement, les filles jouent beaucoup plus collectif, ça c'est sûr, et il y a globalement moins d'ego aussi. Isabelle Autissier, n'y a-t-il pas un certain agacement? Être toujours ramenée à votre qualité de navigatrice femme? Ouais, alors après c'est la tarte à la crème, hein. C'est vrai que les premières fois, donc vous faisiez allusion au fait que j'étais la première à faire une course en solitaire autour du monde. Donc là, il y a les bon bah moi voilà, j'ai préparé mon bateau, ma course et puis en arrivant au départ, il y avait tous les journalistes qui disaient alors qu'est-ce que ça fait pour une femme? Bah je leur disais j'en sais rien moi parce que je sais pas ce que ça fait pour un garçon, donc je peux pas vous dire si c'est différent ou pas différent. Je peux vous dire que moi je trouve ça extraordinaire et voilà, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'incertitudes et tout, mais je pense que les garçons c'est pareil. Donc après, ouais, je m'en suis honnêtement très souvent tirée avec une pirouette comme ça parce qu'au fond c'est pas une question qui m'intéresse beaucoup. Après, ce que j'ai constaté, c'est que le fait que j'ai fait ça, ça a été reçu par les femmes d'une certaine manière. C'est-à-dire, ça a été reçu par les femmes comme étant une pionnière dans un monde d'hommes qui pouvait gagner, qui s'affirmait, etc. Donc ça, très bien, et j'en suis heureuse et fière parce que si ça a aidé d'autres femmes à tout simplement considérer que arrêtons avec ces histoires de genre, foutez-nous la paix avec ces histoires de genre, laissez les hommes et les femmes, les petits enfants, les petites filles, les petits garçons faire ce qu'ils portent en eux. Si c'est un petit garçon qui porte en lui des choses féminines, eh ben qu'il les fasse. Si c'est une petite fille qui porte des choses masculines, qu'elle les fasse. On s'en fiche. Voilà, je trouve que, enfin, en 2020, on devrait arrêter de se poser cette question-là. Et voilà, je pense que bon, faut peut-être encore prouver, je sais pas quoi, je sais pas qui, mais voilà, on continue encore à me poser des questions là-dessus. Ouais. Mhm. Mais dans votre parcours, est-ce que cela vous a servi ou desservi auprès des sponsors d'être femme? C'est toujours pareil. Chaque individu, ce que j'ai dit tout à l'heure, chaque individu a des forces et des faiblesses, a des points forts et des choses qui le desservent. Donc, après, quand on mène un projet qui est un projet très personnel, ben voilà, il faut apprendre à jouer avec ses forces et voilà, à mettre ses faiblesses un peu sous le tapis. Donc, moi, par rapport à des sponsors, c'est sûr qu'un sponsor, la faiblesse, c'était que le sponsor pensait que je pouvais pas gagner, parce que j'étais une femme. La force, c'est que le sponsor savait qu'il aurait plus de médias parce que j'étais une femme. Donc, par rapport à ce sujet-là, il y avait des forces et des faiblesses. Donc après, bah, c'est à moi de jouer avec et de les emmener là où je veux les emmener. Mais oui, bien sûr, ça a joué en plus et en moins pour moi. Je ne peux pas dire. C'est sûr que le fait qu'il n'y avait pas de femmes du tout, la première, etc., ça a sûrement encouragé les sponsors, ça c'est certain. Mhm. Isabelle Autissier, à 40 ans, vous quittez le monde de la navigation. Est-ce que votre naufrage d'alors y était pour quelque chose? D'ailleurs, ce naufrage, vous l'avez pris presque dans le fatalisme. Je vous cite là, j'étais assez sereine, je n'ai pas pleuré, ni prié, car je ne crois pas en Dieu. Je crois à la vie et je crois qu'elle commence et qu'elle cesse à un moment donné. Je n'ai pas douté que les secours me trouvent, mais je me disais en même temps, si tout cela s'arrête, ce n'est pas grave, je suis relativement en paix avec ce que j'ai vécu. Oui, bah oui, bon ça c'était dans le cœur de la tempête, mais non, c'est pas du tout ça qui m'a décidé à arrêter. Je me suis promis que j'arrêterais avant de faire ce tour du monde. En fait, j'ai fait 3 tours du monde et avant de faire le quatrième, donc j'avais 38 ans, un peu plus, j'ai réfléchi, je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je fais autre chose? Et j'ai un peu pesé le pour et le contre. Et puis je me suis dit bah si je veux refaire une autre vie, faut pas que j'attende trop. Si je fais encore les tours du monde, j'aime bien ça, donc peut-être je peux en faire encore un parce que j'adore ça et que ça me plaît. Mais voilà, après, je me promets à moi-même que c'est le dernier. Et qu'après, il faudra que je me remette en cause et que je me rechallenge sur autre chose parce que je vais pas faire 8, 10, 15 tours du monde. Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc voilà, donc je me suis dit, bon, ben allez, j'en fais encore un parce que c'est vraiment, ça me plaît, c'est bien. Mais quel que soit le résultat, ce sera le dernier. Donc voilà, ça a été le dernier. Mhm. Isabelle Autissier, aujourd'hui, vous êtes dans le
militantisme environnemental, le vivez-vous comme une continuité de vos engagements d'extrême gauche lors de votre jeunesse ou une manière de faire revivre une gauche moribonde? Euh, je pense que j'ai toujours été quelqu'un d'engagé, effectivement. J'ai toujours eu envie de changer le monde. Depuis le lycée? Voilà, voilà. Quand j'étais au lycée, j'étais effectivement très militante. C'était les années 70, hein, disons que c'était assez pas courant, mais enfin bon, voilà, ça se faisait quand même pas mal à l'époque. Et puis je m'intéressais au monde, je m'intéressais à ce qui se passe partout. Voilà, c'était encore la pleine période hein, de l'URSS contre les Américains, mais c'était aussi la période des indépendances, la période des révolutions, la période des luttes anti-impérialistes. Donc il y avait voilà du Vietnam, de tous ces grands combats-là. Donc moi j'étais très enthousiaste parce que je me disais ça va peut-être créer un monde meilleur. Bon, je suis pas sûre que le monde soit meilleur maintenant, mais oui, j'ai toujours pensé que même à titre individuel, c'était important d'avoir des convictions et de les défendre. Et qu'on les défend difficilement quand on est complètement seul. Donc on les défend dans des groupes de gens avec des associations, des organisations, et puis on réfléchit à des choses et on essaie de faire avancer la société. Donc c'est vrai que progressivement, même si la question des droits de l'homme m'a jamais quitté, les questions environnementales ont un peu pris le dessus parce que je suis une scientifique, donc j'ai bien compris l'urgence de ce qui nous pend au nez, là, de ce qui est en train de nous arriver. Et donc voilà, donc je me suis dit très, très concrètement, voilà, maintenant c'est là qu'il faut aller, c'est là qu'il y a l'urgence, et donc c'est là qu'il faut que je m'investisse. Oui, mais est-ce que l'écologisme pour vous est une sorte de renouveau de la gauche? Pas forcément. Moi, il se trouve que je fréquente des parlementaires, par exemple, de droite et de gauche, qui peuvent avoir une conscience de ces sujets-là et qui peuvent essayer d'agir. Par contre, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que la question des droits humains, par exemple, rejoint beaucoup la question de la défense de l'environnement. Pourquoi? Parce qu'en général, quand il y a des dégradations de l'environnement, ceux qui souffrent le plus, ce sont les peuples déjà défavorisés ou ce sont les populations déjà défavorisées. Hein, c'est elles qui ont le moins de moyens pour lutter contre les dérèglements et les désordres. Donc cette question droits de l'homme et droits de l'environnement, c'est des questions qui sont très proches. Et je crois aussi que moi j'ai pas mal insisté là-dessus, mais au sein du WWF et d'ailleurs j'ai été tout à fait suivi que les questions de la justice sociale, on ne peut pas penser de résoudre les questions d'environnement sans résoudre les questions de justice sociale. C'est aussi des questions qui sont extrêmement proches. On l'a vu par exemple en France avec le mouvement des Gilets jaunes. Ce n'est pas contre l'environnement. Simplement, c'est des populations qui ne pouvaient plus habiter en ville parce que c'était trop cher, qui habitaient à 40 km, qui étaient obligés de faire des allers-retours en voiture. Donc c'était une injustice sociale. Cette question de la taxe carbone parce qu'on n'avait pas essayé d'aider. On pouvait mettre une taxe carbone, mais nous, on l'avait dit avant au gouvernement, il faut mettre une taxe carbone parce qu'il faut absolument trouver des moyens de limiter l'émission de gaz à effet de serre. Mais si vous faites ça, il faut en même temps des mesures de justice sociale, sinon ça ne marchera pas. Et il n'y a pas eu cette justice sociale, et donc ça n'a pas marché. Donc c'est de ce point de vue-là qu'on peut dire que éventuellement la question de la gauche peut, mais enfin c'est plutôt la gauche qui vient sur le terrain de l'environnement que le contraire en fait. Aujourd'hui, enfin, nous on a eu les élections par exemple municipales il y a quelques mois en France. Il n'y avait pas un parti qui vous peignait pas son programme en vert. Hein. Tout le monde allait sur le terrain des Verts parce qu'aujourd'hui c'est une évidence et puis c'est ce que les gens veulent et puis c'est les craintes. Tout le monde a peur pour soi-même, pour ses enfants, voilà. Donc les gens ils ont quand même en grande partie compris que leur avenir à eux dépendait de ces questions environnementales. Mais quand vous dites que tout le monde vient sur le terrain des Verts, ne craignez-vous pas qu'il y ait toujours une récupération de ces causes écologistes? Ça finit toujours par être récupéré par les pouvoirs en place. On va donner juste un exemple, le Grenelle de l'environnement. On peut donner des dizaines d'exemples. Ce cynisme du monde actuel qui récupère tout ne vous agace pas? Non, mais si c'est récupéré à 100%, moi je serais ravie. Si on se met pour récupérer l'environnement et l'écologie à faire des vraies lois environnementales et écologiques, c'est parfait.
ça veut dire qu'on aura réussi. Quand vous parlez du Grenelle, ce qui a pêché, c'était pas le Grenelle. Le Grenelle, ça a été génial. Oui. Ça a été un vrai moment de discussion. Ce qui a pêché, c'est qu'après, on a trahi le Grenelle et qu'on n'a pas fait la moitié du quart. Oui, c'est les pouvoirs en place. C'est Oui, de cela que je parle, c'est la récupération du pouvoir. Ben non, parce que là, du coup, ils n'ont rien récupéré du tout. Le Grenelle leur a fourni un Non, récupérer dans le sens, c'est s'approprier la chose pour la tronquer ensuite, pour en jouer politiquement. Bah oui, mais je pense que ça les a desservis. Et même aujourd'hui, je pense que quand il y a trop d'écart entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, bah, quand même, ça se remarque. Et les électeurs, par exemple, le remarquent. Donc, on peut pas d'un côté dire Grenelle, 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 et puis de l'autre côté faire le contraire sans que ça se voit. Et de fait, ça s'est vu. Et je pense que ça a aussi participé au fait que ce président-là, quand il s'est représenté, il n'a pas gagné. Parce que voilà, parce qu'à un moment donné, oui, c'est. Donc moi, enfin, ça dépend ce qu'on appelle récupérer. Si c'est récupérer pour mettre les idées en place et faire les choses, moi, j'ai pas de souci avec ça. Hein. Isabelle Autissier, vous êtes aussi écrivain. Vos livres, est-ce que vous les ourdissez en mer? Ils sont tous reliés à la mer. Oubliez Clara, soudain seule la mer s'en souviendra. Alors pas du tout parce qu'en mer je navigue et comme en général je suis chef de bord, je suis occupée à 100% de mon temps avec mon bateau, mon équipage et puis je navigue dans des coins compliqués, je vais souvent dans les glaces et tout ça, donc c'est pas le moment de commencer à prendre un stylo ou un ordinateur, surtout que quand on écrit, bah, c'est quand même. Non, c'est l'idée, c'est juste l'idée qui vous vient comme ça germe dans votre tête à partir d'un fait qui s'est passé. Oui, enfin, ça c'est vrai pour tout, mais là je crois que je diffère pas beaucoup des autres écrivains. On est tous des gens qui sommes assez observateurs et on va se nourrir de tout ce qu'on croise, mais qu'on croise en mer, mais pas que en mer, bien sûr. Moi, je parle pas mal de la mer, donc je parle de situations de mer que j'ai vues, mais comme tous les écrivains, j'en invente aussi. Hein. Dans Oublier Clara, je parle des bateaux de pêche soviétiques. J'ai jamais mis le pied sur un bateau de pêche soviétique. Par contre, je parle de l'île de l'Ours. Je suis allée à l'île de l'Ours. Donc c'est ça en fait. L'écriture, c'est aussi un mélange de gens qu'on croise, d'idées, de lieux, d'émotions, et puis on va tirer certains fils. Donc il y en a, oui, clairement, ça a été en bateau, mais pas seulement. Il y a aussi des tas de. J'ai aussi réincorporé entre guillemets dans mes romans des choses tout à fait terrestres et des gens que j'avais pu croiser très loin du bateau. Quoi. C'est pas forcément lié. Quoi. Isabelle Autissier, est-ce que vous avez encore un bateau aujourd'hui? Bien sûr. Oui, oui. Vous naviguez encore? Vous naviguez? Beaucoup dans les bah, j'ai jamais arrêté de naviguer en fait, hein, mais là depuis 15 ans, j'ai un bateau qui fait un peu moins de 15 mètres. Et j'ai beaucoup navigué, pendant longtemps, il a été basé à Ushuaia, donc j'ai beaucoup navigué en Patagonie, en Antarctique, dans les îles australes, et puis maintenant il est plutôt dans le nord, et donc je navigue pas mal avec du côté du Groenland, du Spitzberg, de ces coins-là, et j'essaye autant que possible d'accueillir à bord des gens qui ont des projets. Donc ça peut être des projets culturels, des livres, des films, ça peut être des projets sportifs, je suis beaucoup partie avec des alpinistes, ça peut être des projets scientifiques pour aller mesurer quelque chose quelque part. Mais voilà, je considère que ce bateau, c'est une plateforme pour créer des choses, pour aller dans des endroits où souvent on peut aller qu'avec un petit voilier parce que voilà, parce que c'est un peu compliqué et que c'est des occasions de partager des moments qui sont des beaux moments, quoi. Et parlez-vous encore à votre bateau? Bah non, parce que en fait, c'est quand on est seul. Quand vous êtes, si vous, je sais pas si ça vous arrive d'être seul chez vous pendant longtemps, mais vous finissez par parler tout haut quand même. Hein. Au bout d'un moment, on a besoin d'entendre une voix humaine. Donc, quand on est seul en mer pendant longtemps, on finit par se parler à soi-même, par parler au bateau, par parler aux nuages, par parler aux vagues. Alors, la seule différence, c'est que moi, il n'y a pas besoin de m'enfermer à l'hôpital psychiatrique parce que j'attends pas qu'ils me répondent. Mais voilà, je pense que c'est assez, ouais, c'est assez naturel, quoi, de parler à voix haute, de dire des choses à voix haute. C'est pas des conversations, hein, je parle pas pendant 10 minutes, mais voilà, il y a des, oui, oui, bien sûr. Mais en équipage, c'est pas la même chose. En équipage, il y a des êtres humains, donc c'est quand même mieux de parler à des êtres humains.
Et ce bateau est-il fille ou garçon? Parce que pour Isabelle Autissier, les bateaux sont sexués. Non, mais c'est sûr que là, c'est un bateau-fille, ça c'est sûr. Pourquoi c'est sûr? Pourquoi êtes-vous si sûr? Parce que c'est une façon de passer dans la mer. Ce que je dis tout à l'heure, les filles et le garçon, ça navigue pas pareil. Moi, je l'ai remarqué. Et ça, ce bateau passe pas pareil dans la mer. C'est plus, voilà, c'est plus, c'est un bateau qui lutte pas contre la mer. C'est un bateau voilà. Donc, je trouve que ça m'évoque des qualités plus féminines, on va dire. Il est dans la fluidité. Oui, oui, voilà, voilà. Mais enfin bon, après, je dis ça un peu en m'amusant, hein, mais oui, oui, non, non, en tout cas, c'est des qualités, voilà, qui m'évoquent plus des personnages féminins que j'ai eu des bateaux de course où c'était beaucoup plus violent, où ça passait en force, où c'était plus, voilà, et ça évoque plus des qualités masculines. Donc voilà. Est-ce que ça ne dépend pas du navigateur plus que du bateau? Euh, Question de profane. Pas forcément, parce que c'est aussi une question de carène, de forme de bateau. Et ça, la forme du bateau, c'est l'architecte qui la détermine. Alors, on peut lui donner des instructions quand on fait construire un bateau, mais sinon, non, c'est des aptitudes, entre guillemets, de certaines carènes, de certaines coques par rapport à d'autres. Isabelle Autissier, à votre arrivée à Newport, aux États-Unis, au bout de votre tour du monde, vous dites ceci: j'ai compris que le reste de ma vie serait désormais du bonus. Alors, rien que du bonus aujourd'hui, un peu plus quand même. Ah ben il y a que du bonus, ouais, oui, puisque en gros, voilà, je m'étais promis quand j'étais petite que je ferais le tour du monde, et quand j'ai bouclé le premier tour du monde, c'était ça le sens de cette phrase, c'est j'avais réalisé mon rêve d'enfant, et quand vous réalisez vos rêves d'enfant, d'abord ça vous donne beaucoup de sécurité personnelle, intérieure, ça voilà, vous avez fait le job, hein, vous vouliez faire ça dans la vie, bon ça c'est fait, et après au fond le reste de la vie, c'est tout ce que vous avez envie. Voilà, il y a pas ça, comment dire, ça lève beaucoup de barrières intérieures, quoi. On dit souvent que les femmes n'ont pas confiance en elles. Le fait de réaliser son rêve d'enfant, ça vous donne extraordinairement confiance en vous. Donc après, vous pouvez essayer de faire plein de choses assez sereinement, parce que si ça marche pas, c'est pas grave, et si ça marche, c'est génial. Donc c'est toujours tout positif de toute façon. Donc c'est ça qui m'a permis après de faire plein d'autres choses. Comme l'écriture par exemple, ou comme voilà, un certain nombre d'autres choses que j'ai pu faire, parce que voilà, j'avais une espèce de sérénité quand même qui était certainement due au fait que j'avais fait ce que je voulais faire. Ouais. Merci beaucoup Isabelle Autissier. Nous allons clore l'émission sur votre choix musical. Tête en l'air d'Higelin. Pourquoi Higelin est Tête en l'air? D'abord c'est ma génération, et puis j'aime beaucoup cette gaieté, cette fantaisie, ce côté un peu débridé, ce côté tendre aussi, et puis et positif, quoi. On est la tête en l'air, on regarde le ciel, on regarde les étoiles, on regarde les arbres, et voilà, c'est des chansons qui vous donnent la pêche, tout simplement. Merci encore Isabelle Autissier. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine déconfinade. Nous vous laissons avec le choix de notre invitée d'aujourd'hui, Isabelle Autissier, Tête en l'air de Jacques Higelin. Au revoir. Au revoir. Sur la terre.